Nous allons prendre 15 minutes de temps de débat sur cette première partie. Est-ce qu'on peut avoir plus de lumière et un micro? Qui souhaite s'exprimer, poser une question? On va regrouper les questions pour pouvoir tenir en 15 minutes, si questions il y a. Oui, ici. Laurence? Hervé Dupont. Hervé Dupont, ministère de l'écologie et ce genre de choses. Je voudrais juste faire une remarque et puis poser une question. C'est que il y a une partie de la France qui est frontalière du Brésil, la Guyane, sur laquelle il se trouve que je suis amené à travailler actuellement, et qui évidemment rencontre des phénomènes peut-être pas de l'ampleur de ceux qu'on a vus, mais du même type. Et, pardon, bah oui, c'est mieux comme ça, voilà, qui rencontrent des phénomènes qui sont peut-être pas de la même ampleur, mais qui sont du même type, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas logée par le système institutionnel français, très rodé, très codé, de logement social, etc., et que nous pensons qu'on a peut-être des choses à apprendre du Brésil voisin dans ce domaine. Il y a d'ailleurs eu déjà des échanges avec des experts brésiliens sur cette question. La question, par contre, également que je voulais poser, c'est que c'est la relation avec le pouvoir politique local. Comment est-ce qu'il s'implique? Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité entre le pouvoir politique local et ses représentants de la communauté qui sont élus, mais qui ont une légitimité, une forme de légitimité démocratique, mais pas la légitimité institutionnelle? Est-ce que ces représentants sont amenés ensuite à prendre des positions politiques, à s'impliquer dans la politique locale? Comment est-ce que ça se passe? Merci. Merci, on va regrouper les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, ici. Paul Lecroix. Bonjour, Paul Lecroix, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. On a entendu beaucoup de choses intéressantes et moi j'ai beaucoup aimé, le titre effectivement c'est clair, maintenant l'intelligence est collective. On a vu beaucoup de créativité dans ces projets, des méthodes. On a vu beaucoup de moyens humains aussi qui sont mis à disposition de ces quartiers. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la liberté. Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer comment est-ce que vous développez les programmes et quelle est votre marge de manœuvre pour inventer des choses au fur et à mesure que le projet se construit. Oui, c'est même. Moi, je voudrais simplement apporter un éclairage qui permet de comprendre beaucoup mieux cette dynamique de participation par le bas, parce qu'il y a toute une histoire quand même très forte des luttes urbaines au Brésil, puisqu'au départ, on a une acceptation de l'inégalité, et petit à petit, parce que les habitants qui ont été envoyés à la périphérie doivent lutter pour obtenir la possession des terrains qu'ils ont occupés, dans ces luttes, ils prennent conscience qu'ils sont aussi des citoyens, ils ont envie de lire, d'écrire pour mieux lire les prospectus qu'on va leur donner et pouvoir voter. Et ce faisant, ils vont demander davantage de services, ils vont s'impliquer davantage. Donc tout ça a été arraché, ça n'a jamais été un donné qui venait du haut. Et cette dynamique qu'on voit maintenant, c'est une résultante de lutte en faveur de ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté insurgente. Autre question, réaction? Oui, derrière. On en prend deux encore, c'est tout. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Sophia Guevara, je suis étudiante en urbanisme. Et en fait, j'avais une série de questions. Et en fait, je me demandais, vous avez dit que ces territoires se caractérisent par une absence de l'État. Et je me demandais justement, parfois, justement, dans ces territoires où l'État est absent, il y a d'autres leaders qui nouent des relations très conflictuelles avec l'État. Et je me demandais si vous avez eu des difficultés pour vous insérer et pour établir des relations avec ces leaders, et parfois même lorsqu'il s'agit des trafiquants de drogue, comment vous avez fait pour établir des solutions? Et je me demandais aussi le temps du projet, depuis le début de la prise de contact jusqu'à la réalisation,
et le suivi jusqu'où ça va une fois que le projet il est fini, la perception de la population. Je me demandais finalement si vous avez eu des problèmes concernant l'occupation des territoires concernés par le projet, une fois que le projet il est connu, des populations qui voudraient bénéficier aussi du projet, et comment vous avez fait pour les résoudre? On essaye de marquer toutes les questions. Parce que je fais la traduction, il faut penser à la réponse. On prend la dernière question d'abord. D'accord. Bonjour, donc je suis Anne Durand, architecte urbaniste, et je fais une thèse sur la mutabilité en urbanisme, c'est-à-dire que je m'intéresse au processus urbain et un peu comme une alternative à la planification urbaine. Et donc je travaille à la fois sur je me suis intéressée au PMB à Mexico, au projet urbain intégral à Medellín. Et donc là, j'aimerais avoir des précisions sur votre outil, c'est-à-dire vraiment la relation entre le gouvernement et les habitants et les questions financières, enfin comment tout ça, ça fonctionne, et voilà, plus précisément. Merci. Merci, donc je vais essayer de regrouper. Je pense que pour la dernière question, ça avait été présenté, mais peut-être tu peux rappeler comment votre équipe est financée et comment elle fonctionne avec l'État. Comment vous travaillez avec les politiques, avec les leaders locaux. Comment ça se passe dans le rapport? C'est un peu la même question que la précédente sur l'articulation avec les politiques locales. Quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce que vous êtes libre de vos interventions? Enfin, est-ce que les luttes citoyennes qui ont toujours été le fait de ces quartiers ont facilité le travail que vous menez? Et puis combien de temps vous restez? Voilà, donc... On vous demande pardon, toujours, c'est la question de la langue, il faut traduire et comprendre. Mais je vais répondre, je commence par la réponse de la chercheuse là, qui travaille avec le Mexique et Colombie. Au Brésil, il y a eu un changement très important sur le point de vue du financement de la politique de logement, il faut le savoir. C'est très récent, ça date de 2008 jusqu'à présent. Tout d'abord, la Banque mondiale et les banques de financement, ils ne faisaient pas pour le logement social dans tout le monde. Vous le savez, en Afrique, rien. Et au Brésil, depuis 2003 et puis 2005, ils ont décidé finalement de financer parce qu'on était dans des projets environnementaux. Il s'est dit le but, c'est de transformer la condition de l'environnement. Donc, le logement est là-dedans. Donc, tout d'abord, pour les financements internationaux, c'était très important. Et ça, c'est une des choses de la continuité du projet. Dans tous les pays en développement, les changements de gouvernement chaque année, ça nous amène à faire des projets qui sont très coupés. Dès que nous avons un financement étranger par la Banque mondiale ou d'autres institutions, c'est la condition de la pérennité d'un projet. Donc, tout d'abord, il faut retenir que ça a été très important dans notre cas, les financements internationaux par la Banque mondiale, par la Banque interaméricaine, qui a décidé justement de prêter un peu d'argent. Mais ça, ce n'était pas suffisant, bien sûr. Et la banque, ça nous passe en 30%. Les 70%, c'est des ressources nationales. Et comment on l'a fait? C'était en 2008, le président Lula, il a décidé de mettre des subsides en grande importance, vraiment grande importance. Ça fait aujourd'hui 20 milliards de dollars par an dans tous les pays pour les subsides directs pour la politique de logement. Bon, cette politique, tout d'abord, c'était pour la construction du bâtiment. Maintenant, ils reconnaissent que c'est important pour le mettre dans des projets de réurbanisation et du social. Et donc, ce qui fait, en vous donnant une partie des réponses, c'est qu'on a décidé, par le biais justement des financements internationaux qui dessinaient les projets avec les stratégies sociales, qu'il fallait faire le développement institutionnel et tout ça, qu'on a finalement convaincu nos directeurs à mettre de l'argent sur le social. Parce que le social, c'est cher aussi, mais ce n'est pas si cher que la construction et le reste. Et donc, c'était pour la première fois qu'on a réussi, depuis 2008, dans nos projets d'urbanisation des favelas, à faire des appels et faire des groupes d'études qui travaillent ensemble avec le social pour la pérennité. Donc, tous les résultats que vous avez vus, ça commence par la possibilité du financement. Et ces changements est d'une part à l'ouverture du financement international et en deuxième part d'une décision absolument nationale qui d'ailleurs est venue au même moment de la crise internationale des États-Unis. Lula, il a dit comment on va faire pour le Brésil ne pas tomber
sur la même crise. Bon, moi, je veux faire du logement. Et donc, il a décidé de mettre un amont d'argent assez important qu'il n'y avait pas disponible avant. Parce qu'avant, c'était les financements pour ceux qui peuvent payer. Et bon, bien sûr, vous connaissez, vous avez vu la population, 180 millions d'habitants qui n'ont pas de moyens. Donc, il fallait les subsides. Et maintenant, on a mis les subsides sur le logement. Donc, subsides au logement, conditions d'accès au financement avec le subside, bon, donc ça, c'est beaucoup moins. Et aussi, concertation pour faire les projets sociaux. Donc, pour cette première question. Moi, je réponds à une deuxième question assez importante. Je me rappelle qui est-ce qui a posé, sur les pouvoirs publics locaux et les rivalités avec les citoyens qui y habitent. Les pouvoirs locaux, là, c'était Hervé, justement. Et oui, il a mis la question, comment vous le faites pour le pouvoir local? Les pouvoirs locaux à Koubatan, ils sont complètement contre nous. Nous, on est l'État régional. Et donc, qu'est-ce qu'ils font de la politique tout le temps? Ils mettent les gens contre l'État, bien sûr, vous le connaissez. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des leaders locaux qui veulent être des représentants aux collectivités locales et tout ça. Il y a toute une machine très compliquée. Mais c'est justement le travail d'y convaincre et faire... On a changé complètement le bilan politique dans les cadres où la population, finalement, a accepté l'idée qu'ils allaient améliorer. Parce que les pouvoirs locaux, ils jouent contre le pouvoir régional de l'État et du gouvernement fédéral. Du fédéral, on avait du financement. De l'État, on a les financements et l'appui technique, c'est nous. Et les pouvoirs locaux, normalement, ils jouent le contre, justement, pour faire en sorte, en disant « Ah, bah, vous êtes ici, vous allez déménager les gens sans qu'ils veulent, vous allez trouver pas mal de problèmes. » Mais je crois que pour la première fois, moi, nous deux, on travaille là, mais moi, mon premier travail comme architecte, après que j'ai fait mes études en France, c'était là, il y a 28 ans. Et donc, mon premier travail, c'était de convaincre des gens d'y rester dans des conditions, et on n'a pas réussi. Il a fallu 28 ans pour commencer à faire en sorte qu'il y ait une solution un peu raisonnable et un peu plus durable. C'est ça, pour vous donner quelques éléments de réponse. Et je passe à Viviane qui va essayer de vous répondre aux autres questions. Moi, j'ai fait une observation. Les pouvoirs locaux, non locaux. Tous les pouvoirs, ils se courbent dès que la population elle gagne l'intérêt de ces projets. Quand réellement la population accueille les objectifs du projet, ce qui se passe à Koubatan, que le pouvoir local, même en ayant cette guerre avec le pouvoir de l'État régional, elle a finalement s'arrêté de faire pression sur la population. Et je voulais répondre à la question que vous avez mise à la marge des transformations du projet, tout en disant ce que Jean Badarou a mis tout à l'heure. Il y a une question très importante des contributions de cette action, ce qui est le développement, l'éducation pour le rituel démocratique. Dans le processus de développement du projet, le limite, c'est la question technique. Il y a des risques, il n'y a pas de risques. Certaines maisons, on peut faire les égouts, les autres, on ne peut le faire. Le reste, tout le reste est discutible. Et c'est logique que la question, c'est pour cela que l'agent social, il doit être un professionnel de la ville, tout en comprenant toute la conception du projet comme un tout. Et nous avons besoin de faire un dialogue avec le projet. Toute la communauté, elle a besoin de comprendre et communiquer avec le projet. Nous ne pouvons pas sacraliser l'opinion populaire en soi-même, mais il faut absolument construire un dialogue tout en ayant pour base ces rituels démocratiques. Nous sommes un pays
qu'il y a 30 ans, et c'est tout récent, nous avons sorti d'une dictature. Toute cette population qui vit aujourd'hui dans des favelas, elles viennent d'une pauvreté extrême qui est venue de la zone rurale pour les villes depuis 1960, dont l'éducation publique a été complètement détruite. Et aussi, ça n'existait pas une éducation pour la démocratie. Donc, tous ces processus de participation dans les projets, ils travaillent aussi avec une base de rééducation pour la coexistence démocratique. Ce qui est très difficile, c'est l'ensemble des professionnels, des techniciens, les architectes qui vraiment signent ces projets. Ils n'admettent pas les dialogues. Nous avons une pratique très ancienne du projet signé d'autorie des architectes qui ne dialoguent pas. Et ici, il ne faut pas qu'il y ait l'intelligence collective, mais l'autographie collective. Moi, je voulais vous dire que quand on entre dans un process de débat, un vrai débat, il n'y a pas de retour. Maintenant, quand on a des limites techniques, il faut dire non. Parce que, tout en répondant aussi que la fille l'a mis sur la question du trafiquant, il y a pas mal des intérêts particuliers dans les favelas. Il y a tous les intérêts politiques. Il y a les leaders. Qui sont les leaders? Ce sont des leaders qui travaillent, qui, pas mal de fois, se sont projetés, qui ont enrichi aussi pour travailler aux politiciens, parce qu'ils veulent se faire des représentants aux communautés locales ou représentent bien le trafic pas mal de fois. On travaille plusieurs fois avec ces gens-là et ces genres de représentation. Ce qu'on peut faire à ces questions, c'est le trafic de drogue. On espère que la construction du projet collectif s'impose à cette et que le trafic il se dilue parce que la présence institutionnelle massive n'est pas intéressante pour le trafic. Plusieurs fois, néanmoins, on est confronté et dans ces temps, il faut se rappeler qu'on est l'État, étant aussi bien que les travaux de l'éducation, logement, il nous faut il faut faire le service de sécurité publique. Et cheminer dans une zone difficile de répression entre la répression et non-répression. Un grand merci pour vos réponses. Nous allons maintenant passer à une nouvelle séquence. Donc, ils restent avec nous. Si vous voulez leur poser des questions tout à l'heure, c'est toujours possible.